Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons entamer donc un cycle sur les grandes batailles d'Alexandre le Grand et des Diadoques, bien sûr de manière chronologique, par la bataille du Granic. Donc d'emblée, je n'évoquerai pas les dernières batailles de Philippe II contre la coalition des Grecs, notamment la bataille de Chéronée, et je n'évoquerai pas non plus les campagnes d'Alexandre contre les tribales, des peuples apparentés aux Thraces, qui a soumis avant de lancer la conquête de l'Empire perse. Donc la bataille du Granic oppose en mai 334 pour la première fois l'armée macédonienne à l'armée perse sur les rives d'un fleuve côtier, le Granic. Donc d'emblée, il faut remarquer que le roi des Perses, donc Darius III, ne commande pas en personne l'armée perse. Donc pour revenir au contexte, au printemps 334, l'armée macédonienne, forte de 32 000 fantassins et de 5 000 cavaliers, traverse donc les détroits et les Pontiques, depuis Sessos, en de Thrace, et débarque à Abydos, en Phrygie et les Pontiques. Donc Darius III n'a pas encore pris en compte la menace que pouvait représenter cette armée macédonienne, et il va se décharger de ce qu'il considère comme une guerre frontalière sur les satrapes d'Asie mineure, notamment donc Mithridates, Arsamès, Spitpates, et surtout le commandant donc des mercenaires, mais non de Rhodes, qui est un grec. Donc celui-ci d'ailleurs est partisan d'une politique de la terre brûlée face aux Macédoniens. Il est conscient de l'infériorité de l'armée perse et il propose d'entraîner les troupes d'Alexandre vers l'intérieur du pays, tandis que la flotte perse se porterait donc jusqu'en Macédoine. Mais les satrapes perses sont méfiants envers un étranger grec et confiants de leur cavalerie. Et on comprend aussi qui veulent peut-être se faire valoir auprès du grand roi. Donc ils vont concentrer en Phrygie les Spontiques leurs troupes, donc essentiellement des cavaliers d'Anatolie et des mercenaires grecs, mais ils vont commettre l'erreur de ne pas désigner de commandant en chef afin de ne froisser aucune susceptibilité. Alors, pour revenir à Alexandre, avant la bataille, après le débarquement donc en Asie, il va mener un pèlerinage à Troie en compagnie des Phaéciens, auprès donc des tombeaux supposés d'Achille et de Patrocle. Et ensuite, il rejoint le gros des troupes à Abydos, et il va se porter à la rencontre de l'armée perse qui lui barre la route sur les rives du Granic. Donc c'est un cours d'eau d'assez faible importance. Il est guéable toute l'année, sauf après de fortes précipitations qui le transforment alors en torrent. Donc ça rive droite, on voit en haut de la carte, forme un obstacle naturel, elle est assez escarpée, et c'est là que s'installe l'armée perse, donc sur une hauteur. Passons maintenant au déroulement de la bataille proprement dit. Revenons d'abord aux effectifs. Donc Alexandre possède 5000 cavaliers, dont 1500 compagnons, on peut donc qualifier de cavalerie lourde, et 32 000 fantassins, dont 9 000 phalangites, le reste étant plutôt des castes, des tirailleurs ou des hoplites. Donc, en face de lui se dressent 10 000 cavaliers perses et 30 000 fantassins, dont plus de 10 000 mercenaires grecs, des hoplites, commandés par Megdéron. Alors, les sources primaires parlent parfois de 20 000 mercenaires, mais ce chiffre est à revoir. Donc, comme on peut voir sur le dispositif, la cavalerie donc perse est
voilà, disposée au premier rang, hein. Elle est commandée par le satrape Arcitès, avec pour but donc de charger les Macédoniens qui tenteraient de traverser le fleuve, tandis que les mercenaires grecs sont positionnés en retrait, hein, sur la partie la plus élevée du terrain. Alors, il existe deux versions de la bataille, mais avant donc de les développer, je vais revenir voilà sur le dispositif macédonien, qui est quand même assez classique, hein, qui sera celui ouais, des trois grandes batailles contre les Perses. Hein, voilà, le dispositif en tout cas contre Poros, la bataille de Hydaspes en Inde est un petit peu différent. Donc on retrouve la cavalerie des compagnons, hein, toujours à droite, hein, flanquée donc par le corps d'élite, hein, des porteurs de boucliers, hein, les hypaspites, hein, qu'on appellera ensuite les argyraspides, hein, les boucliers d'argent. Donc voilà, ça ce sont des fantassins d'élite, hein, on peut les qualifier de phalangites peut-être un peu plus mobiles. Alors le gros évidemment de l'infanterie lourde, c'est la phalange. Alors là on le voit pas, mais qui est divisé au moins en 6 bataillons régionaux, hein, au départ, et à gauche une cavalerie lourde, donc qui est celle des Thessaliens. Alors, on voit qu'il y a des unités d'infanterie, hein, ici, donc ce sont côté flanc gauche et flanc droit, ce sont essentiellement des tirailleurs, notamment du côté droit, les fameux tirailleurs agriades, hein, donc des lanceurs de javelots d'élite. Donc revenons aux deux versions donc de la bataille. Donc il y a d'abord la première version qu'on va juger peut-être la plus fiable, c'est celle d'Arien et dans une moindre mesure celle de Plutarque. On sait qu'Arien se sert évidemment des mémoires de Ptolémée, donc qui sont relativement fiables d'un point de vue militaire. Et au départ, donc selon Arien et Plutarque, Parménion préconise donc la prudence, hein, donc Parménion qui on va dire le général en chef de l'armée, hein, donc un homme de la génération de Philippe II, et il conseille donc d'attendre le lendemain matin afin de provoquer, on va dire, l'impatience des Perses et de permettre à la phalange de traverser le fleuve sans encombre. Mais Alexandre refuse et il a compris que les Perses ont l'avantage de la position, mais Alexandre a celui de l'exposition face au soleil. Hein. En fait, il combat en fin d'après-midi, et donc les Perses, hein, ont le soleil dans les yeux, hein, et ils seraient éblouis. Donc, qui est resté dans la postérité, hein, qu'Alexandre force la victoire en attaquant les Perses sur le champ. Alors Diodore, lui, fournit une description peut-être moins fiable, mais qui ne manque pas d'intérêt, parce que selon lui, hein, Alexandre aurait rangé donc son armée le matin suivant en ordre de bataille, après avoir traversé le fleuve, en respectant les conseils de Parménion, et on va dire les usages de la guerre. Donc Diodore s'inspire ici de Clitarque d'Alexandrie, qui aurait disposé de documents officiels macédoniens qui tendraient à dissimuler les désaccords stratégiques entre le roi et son premier général, donc Parménion. Donc le caractère, on va dire, hasardeux et risqué de l'attaque est dissimulé. Hein. Alexandre n'apparaît pas là comme un imprudent qui aurait été aidé par la chance. Alors, on peut se poser la question pourquoi les Perses prennent le risque de disposer leur cavalerie ainsi, hein, le long du fleuve et non pas sur les flancs comme c'est d'usage, hein, dans un endroit étroit, et de laisser donc les hoplites, on va dire, sans protection sur les flancs. Donc, on peut supposer qu'ils n'envisagent pas une attaque immédiate et que l'absence d'un commandant en chef explique en grande partie ce manque de coordination. Donc, Alexandre comprend que la cavalerie des compagnons est la clé du succès, hein, ce sera le cas voilà, pour toutes les grandes batailles rangées durant ces conquêtes, car voilà, l'infanterie ne peut traverser le fleuve sans courir le risque d'être diminuée par la cavalerie perse. Et donc il remarque que la cavalerie perse est proche de la rive, hein, et qu'elle ne peut donc pas se défendre sans que l'infanterie
Donc les hoplites mercenaires n'abandonnent sa position en hauteur. Donc ils décident en plus, voilà, une attaque vigoureuse sur l'aile gauche ennemie, là d'ailleurs où se trouvent les principaux officiers perses. On voit sur le dispositif donc l'attaque, donc l'aile droite macédonienne sur l'aile droite des Perses. Alors, on notera quand même que son avant-garde, celle d'Alexandre, hein, est repoussée sous l'effet meurtrier des flèches adverses, mais qu'il parvient quand même à traverser le fleuve, et il charge en tête, hein, à la tête de ses compagnons, donc la cavalerie perse. Et en fait, il sera emporté par le courant, hein, on voit, vous voyez, ce mouvement un petit peu vers le centre. On voit bien, hein, il charge à l'endroit où l'aile gauche ennemie rejoint ses lignes centrales. Et là, donc, il va affronter de front un bataillon des parents du roi, donc bien sûr le roi Darius, qui se montre hardi, hein, dans la bataille. Alexandre va abattre un gendre de Darius d'un coup de lance au visage, et il est ensuite blessé, et il manque d'être abattu par le satrape en personne, donc Mithridates, mais il est sauvé par l'un de ses compagnons, le dénommé Clétos, hein, surnommé Clétos le Noir. Donc la cavalerie des satrapes perses prend la fuite. Cependant, donc les mercenaires grecs sans ordre véritable ne font pas mouvement, hein, on voit, ils restent en place. Et donc Alexandre rompt le front adverse, hein, tandis que là son infanterie, donc les phalanges, monte à l'assaut, hein, encore échelonné, hein, voilà, un peu on dirait en escalier, hein, et franchit le Granic en refoulant la cavalerie perse, hein, sur son infanterie. Parallèlement, les cavaleries thessaliennes et péoniennes de l'aile gauche, commandées par Parménion, voilà, ne semblent pas avoir joué un grand rôle. Et selon Arrien et Plutarque, la bataille est déjà remportée quand la cavalerie de Parménion traverse le fleuve. Alors, selon la version de Diodore, hein, qui reprend, on va dire, la version officielle, la cavalerie de Parménion aurait lancé une attaque déterminante sur l'aile droite de l'armée perse, mais on peut remettre en cause ce fait. Donc, face à l'indécision des hoplites grecs mercenaires, qui sont un peu livrés eux-mêmes sans ordre, c'est l'ensemble de l'armée macédonienne qui monte à l'assaut de leur position, et le combat s'avère d'une grande violence, hein. Sur les 10 000 mercenaires, seuls 2000 survivent, hein, le reste sont impitoyablement massacrés, et les survivants sont envoyés aux travaux forcés en Macédoine. Alexandre, c'est un geste politique, hein, pour lui, hein, il considère que ce sont des traîtres opposés à la cause de l'hellénisme, hein, il ne mérite aucune pitié. On notera tout de même qu'en 331, Athènes obtiendra la libération de ses citoyens, hein, parmi les mercenaires. Donc en guise de bilan, sachant que voilà, c'est une bataille, on va dire, tactiquement relativement simple, hein, si on compare notamment à Gaugamel, c'est qu'elle se réduit, voilà, à davantage un passage en force de rivière, hein, qu'à une immense, on va dire, bataille rangée. Et on peut aussi remarquer que la marche en oblique, hein, se transforme en fait en une attaque en échelon. Et que une fois que la droite d'Alexandre, hein, est en mouvement, elle n'a plus à craindre d'attaque de flanc. D'ailleurs, une autre carte qui nous montrera la fin du dispositif. Donc là, on voit effectivement donc la traversée d'Alexandre donc sur le flanc droit, et donc la fuite, hein, du corps de la cavalerie perse. Alors, on saura aussi quand même que Memnon va réussir à fuir la bataille. Bon, il mourra de maladie
quelques mois plus tard. C'est un commandant, on va dire, clairvoyant. Alors pour revenir sur les effectifs, en tout cas les pertes, il est difficile d'avoir une estimation fiable. On imagine, voilà, au moins 12 000 morts parmi les Perses, dont évidemment une grande partie de fantassins et d'hoplites mercenaires grecs. Voilà, la cavalerie perse a réussi à s'enfuir, mais beaucoup d'officiers, dont le satrape Sphidates, sont au nombre des victimes. Arcitès, lui, se suicide peu après. Donc cette bataille va, pour un temps, décapiter l'état-major des Perses. Par rapport au nombre de victimes macédoniennes, on estime entre 300 et 400 le nombre de tués. Donc pour revenir, voilà, à la conclusion, c'est que la faute des Perses, leur erreur, est d'avoir adopté un ordre de bataille contraignant la cavalerie à l'immobilité. Elle est voilà le long de la rivière, entre son infanterie et le granique. De plus, l'absence d'action coordonnée entre l'infanterie et la cavalerie est patent. Quant à Alexandre, il va montrer son art de la manœuvre et le rôle considérable que joue la mobilité dans ses actions stratégiques, en particulier la mobilité de sa cavalerie lourde. Et il va d'ailleurs prendre de très grands risques qui ont failli lui coûter la vie. À titre personnel, il fait montre d'un grand courage et d'une grande imprudence finalement, mais qui s'avérera payante. Voilà donc pour cette bataille du Granique qui va bien sûr offrir toute l'Anatolie à Alexandre le Grand. Je vous remercie.